Représentant des États-Unis. Monsieur le Président, lorsque l'on songe à l'histoire de la République démocratique du Congo, la RDC, trop souvent, nous avons été les témoins de violences sans pareil et de cruauté extrême. Les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale ont œuvré sans relâche ces dernières années pour aider à amener la paix dans le pays. Le secrétaire général adjoint Monsieur Lacroix, nous vous félicitons ainsi que la MONUSCO d'avoir appuyé les efforts sur tous les plans. La mission de maintien de la paix de la MONUSCO a pour tâche essentielle de préserver la sécurité des populations et nous souhaitons veiller à ce que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Mais un pas important pour veiller à ce que l'histoire ne se répète pas une fois de plus en RDC visera à aider la population congolaise à arriver à une transition du pouvoir pour faire entendre leur voix par le biais d'élections présidentielles inclusives qui se tiendraient cette année. Tout retard des élections ne saurait se produire. La communauté internationale doit intervenir et faire pression, non seulement sur le président Kabila et sur son gouvernement, mais également sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Cette commission doit immédiatement publier un calendrier électoral et notamment la date prévue pour les élections présidentielles. Les États-Unis ont déjà démontré qu'ils restaient prêts à intervenir contre ceux qui retardent et empêchent l'application de l'accord du 31 décembre et des préparatifs à des élections présidentielles crédibles. Nous restons prêts à intervenir à nouveau contre ceux qui empêchent cette transition pacifique de pouvoir. Le Conseil devrait également envisager des sanctions ciblées afin de réduire le niveau de violence en RDC et pour que toutes les parties prenantes interviennent en vue de l'avenir du pays. Ceux qui seront responsables d'empêcher ces progrès de la RDC et ses institutions démocratiques doivent être tenus responsables. Les parties prenantes, pour l'instant, n'ont pas subi les conséquences de cette poursuite de l'instabilité. L'alternative à une transition démocratique dans le pays serait le retour à la violence. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui même dans la région des Kasaï. Ce retour à la violence terrible est une chose que personne ne souhaite, mais nous avons un grand nombre de déplacés dans le pays qui fuient la violence dans les Kasaï, y compris quelques 30 000 personnes qui sont aujourd'hui des réfugiés dans le pays voisin de l'Angola. Il y a tout juste 5 jours, nous avons entendu le conseiller spécial sur la prévention du génocide, Adama Dieng, et la représentante spéciale pour les enfants en temps de conflit armé, Madame Gamba, qui nous ont fait part des rapports troublants pour la région de Kasaï. Il y a intensification, élargissement et des centaines, sinon des milliers d'enfants ont été recrutés de force dans les rangs des groupes armés. Nous avons eu des vidéos des militaires de la RDC qui exécutent des enfants qui sont militaires. Il y a des indications d'exécution d'enfants par les FARDC ainsi que des violences commises par ces mêmes forces. Il ne fait aucun doute quant aux auteurs de ces actes violents dans la région du Kasaï et quant à leurs motifs. Dans l'est de la RDC, il y a eu également des heurts violents et de par le pays, il y a eu des prisonniers qui se sont échappés. Cela illustre l'absence d'institutions nationales. Et certains ont suggéré qu'il s'agirait d'une stratégie délibérée. Monsieur le Président, le temps presse. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à veiller à une inscription rapide des électeurs dans le Kasaï. Nous nous félicitons des efforts de la MONUSCO pour aider à l'inscription des électeurs dans les Kasaï conformément à son mandat. Aux yeux des États-Unis, les choses sont claires. Les États-Unis appuient la tenue d'élections comme prévu dans l'accord du 31 décembre de l'année dernière. Nous n'avons que peu de temps pour faire pression sur le gouvernement de la RDC pour qu'il respecte ses engagements. C'est une occasion à saisir à présent. Nous savons
ce que sont ces violences massives dans le pays. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète elle-même. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole au représentant de l'Italie. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général adjoint, Monsieur Lacroix, de son rapport complet. L'Italie. La parole est maintenant au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je me fais l'honneur de vous féliciter pour votre accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de juillet 2017 et de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de prendre la parole devant vous à la présente séance qui se penche sur la situation concernant mon pays, la République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de mon gouvernement et du peuple congolais à vous tous, membres du Conseil de sécurité, pour votre attachement à la cause de mon pays et votre souci constant de voir la paix et la stabilité être complètement rétablis sur toute l'étendue de son territoire. Monsieur le Président, ma délégation a pris connaissance du contenu du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Je remercie le secrétaire général adjoint chargé du département du maintien de la paix qui vient d'en faire la présentation. L'analyse d'un certain nombre d'aspects que ces rapports soulèvent appelle de notre part quelques observations en vue d'éclairer votre entendement. À cet égard, j'évoquerai plus particulièrement les aspects relatifs à la situation politique, à la situation sécuritaire et aux violations des droits de l'homme dans les Kasaï. Je ne manquerai pas, d'une manière très sommaire, de dire aussi un petit mot sur la transformation de la force et le dialogue stratégique. Concernant la situation politique, comme le signale le rapport dans son paragraphe 3, suite au manque de souplesse et de concessions de la part du rassemblement de forces politiques et sociales, la nomination des membres du gouvernement a connu du retard. La même attitude a non seulement prévalu lors de la signature des arrangements particuliers portant sur l'application de l'accord, mais a également causé du retard à la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Pour ce qui est de ces derniers points, il est important de signaler que, dans le cadre de la prochaine mise en place du dit Conseil, une réunion préparatoire a regroupé le lundi 3 juillet 2017 les membres devant faire partie du dit Conseil, parmi lesquels il y avait des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, d'une partie du Rassemblement, l'autre partie de l'obédience de Félix Tshisekedi et alliés ayant refusé d'y participer, ainsi que de délégués de la société civile. Une autre rencontre réunira prochainement les mêmes personnes et sera consacrée à la désignation par consensus du président de cet organe, à la validation du mandat des membres et à leur installation, ainsi qu'à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Monsieur le Président, en ce qui concerne les élections, comme l'indique également le rapport, le processus de mise à jour du fichier électoral semble bien évoluer. Sur les 26 provinces que comprend le pays, 13 ont été complètement couvertes par ces opérations, tandis que celles-ci se poursuivent encore dans les 11 autres et n'ont pas encore démarré dans la province du Kasaï et celle du Kasaï central, suite à la situation qui a prévalu avec l'insécurité créée par la milice des Kamouina Santo. En effet, dans ces provinces, certains préposés de la CENI ont été pris à partie, tout comme plusieurs bureaux ont été incendiés et le matériel détruit. Aujourd'hui, où on y observe un peu d'apaisement, la CENI s'emploie de nouveau à y déployer le matériel. Selon le programme qu'elle a établi,
Les opérations pourraient démarrer dans ces deux provinces le 20 du mois en cours. Il est donc important que les personnes déplacées ayant fui l'insécurité à l'étranger et dans d'autres régions du pays regagnent leur milieu pour participer à ces opérations. À cet effet, le gouvernement invite la population de ces deux provinces à plus de civisme pour permettre au processus d'évoluer sans accroc. Il invite également les acteurs politiques, toutes tendances confondues, et ceux de la société civile, ainsi que les membres de la communauté internationale, à éviter tout discours de nature à y raviver les tensions, de façon à créer un climat propice à y rétablir la sérénité et la quiétude dont on a grandement besoin pour l'organisation des élections. Au jour d'aujourd'hui, sur les 45 millions d'électeurs attendus pour l'ensemble du pays, la Commission électorale nationale indépendante en a déjà enrôlé près de 33 millions. Pour revenir à la préoccupation soulevée par certains d'entre vous, relative à l'organisation des élections, vous conviendrez avec moi que leur organisation nécessite la participation de toutes les provinces du pays. En effet, on ne peut pas envisager d'organiser une élection aussi importante que la présidentielle, en excluant les deux provinces du Kasaï et Kasaï central, qui représentent plus de 10% de l'ensemble du corps électoral. Il va de soi qu'une pareille élection, si elle était organisée, risquerait d'entacher la crédibilité du résultat, ce qui, à coup sûr, pourrait conduire au désordre et aux troubles. Monsieur le Président, concernant le volet sécuritaire, le gouvernement est conscient de la situation préoccupante qui prévaut dans la partie est du pays et dans le deux Kasaï. C'est la raison pour laquelle il reste mobilisé et déterminé dans les actions engagées avec le concours de notre armée pour établir l'ordre, la paix et la sécurité, ainsi que pour poursuivre la lutte contre l'éradication des groupes armés nationaux et étrangers. Dans les cas des provinces du Kasaï en général, comme le reconnaît le rapport, notre armée s'emploie à y rétablir l'ordre et à juguler l'insécurité. À ce titre, il y a lieu de signaler la reddition d'un grand nombre de miliciens. En effet, près de 1700 se sont rendus avec leurs armes et ont reçu de la part du gouvernement des kits de réinsertion. 138 enfants sortis des rangs de ces miliciens ont été aussi remis à l'UNICEF et à la MONUSCO pour leur insertion sociale. En rapport avec les violations des droits de l'homme enregistrées dans ces provinces, le président de la République avait déjà à son temps instruit les ministres de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour faire diligenter les enquêtes afin que justice soit rendue à toutes les victimes des atrocités vécues dans ces milieux. Dans ce contexte, le comportement des éléments marginaux de l'armée ayant commis des atrocités sur les civils à Mwanza-Lomba ont fait l'objet de condamnations par la justice militaire. Il n'est donc pas correct, comme certains d'entre vous l'ont affirmé, que ces violations demeurent impunies. La justice militaire poursuit les enquêtes pour sanctionner tous les coupables. Dans le même ordre d'idées, l'action entamée en justice pour les cas du meurtre de 2 experts des Nations Unies suit son cours. Le gouvernement qui collabore déjà dans cette affaire avec la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme tient à conduire ces enquêtes, ces dossiers dans la transparence et à châtier les auteurs de ces crimes. C'est dans cet esprit qu'il a accueilli favorablement la demande du gouvernement américain qui participe dans les enquêtes relatives à travers le FBI. Comme nous l'avons déjà dit devant vous, le gouvernement de mon pays est ouvert et prêt à travailler également avec le gouvernement suédois s'il sollicite sa collaboration. Les enquêtes qui se poursuivent ont permis l'arrestation de 11 autres suspects, parmi lesquels 8 seraient identifiés comme ayant joué un rôle direct dans l'assassinat des experts.
Pour revenir sur les interventions de certains d'entre vous, ma délégation est surprise de constater la virulence avec laquelle vous vous en prenez à nos forces de l'ordre. Il est vrai que quelques éléments marginaux, comme cela existe dans toutes les armées du monde, ont commis des abus que nous déplorons et condamnons. Le gouvernement de mon pays a pris les dispositions nécessaires pour les sanctionner. Quand on examine le degré de violence commise dans les Kasaï, où la milice de Kamwina Nsapu s'est attaquée aux forces de l'ordre en tuant certains de ces éléments, en les décapitant et en exhibant leurs têtes comme des trophées, si cela arrivait dans vos pays, comment vos forces de l'ordre réagiraient? Quand vos forces de l'ordre réagissent, parfois de façon violente, devant les faits parfois bénins que nous vivons tous, comment réagissez-vous? Quelles mesures prenez-vous? Non, je crois qu'il faut éviter de faire le 2 poids, 2 mesures. Pour clore avec ces chapitres, ma délégation tient à rassurer les conseils que justice sera rendue aux 2 experts des Nations Unies. Justice sera rendue également à leurs 4 accompagnateurs de nationalité congolaise, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Justice sera rendue enfin à tous nos compatriotes qui ont été victimes des violences causées par la milice de Kamwina Nsapu. Monsieur le Président, les rapports font aussi état de fosses communes qu'on aurait découvertes dans cette partie du pays. Force m'est de vous dire à ce sujet que dans le cas d'une mission conjointe MONUSCO et auditorat militaire FARDC, pour ne citer que ces cas, effectués dans la commune d'Nganza à Kananga, où la MONUSCO a affirmé avoir identifié 7 fosses communes, après avoir ouvert la supposée première fosse commune, on y a trouvé un corps. Plus loin, à 5 mètres, dans une deuxième prétendue fosse commune, les enquêteurs y ont trouvé une arme de chasse de marque calibre 12. Dans la troisième, on a découvert 2 corps sans tête. Dans les territoires de Chimbolo, on a découvert une prétendue fosse commune a été creusée non-lieu du lieu où l'on a trouvé les corps des 2 experts des Nations Unies. Les équipes conjointes MONUSCO, auditorat militaire et FARDC y ont trouvé une moto. Nous ne disons pas que les fosses communes n'existent pas. Il est question que ceux qui affirment qu'elles existent les fassent voir et que les investigations établissent leur existence. Malheureusement, comme vous l'aurez constaté, dans les cas qui ont fait l'objet des vérifications dont je viens de parler, annoncés auparavant avec fracas par la MONUSCO, les rapports évitent de dire le contraire de ce qu'il avait affirmé avant. Monsieur le Président, la situation déplorable du déplacé ne concerne pas que la RDC. À ce jour, comme le relèvent si bien les rapports sous examen, on dénombrera au début du mois de juin 2017 4073 réfugiés en RDC. La plupart viennent de pays voisins cités dans les rapports. En plus de ces réfugiés, il faut mentionner de nombreux groupes armés étrangers. L'approche régionale de la situation est donc importante et reste de mise. Monsieur le Président, pour ce qui est du déploiement de la MONUSCO
et de l'exécution de son mandat, comme le reconnaît le rapport, la réduction effective de 3600 casques bleus faisant l'objet d'une des dispositions de la résolution 2348 n'a pas encore eu lieu. Il en est de même de l'opérationnalisation de la brigade d'intervention qui n'est pas non plus effective. Selon les informations en notre possession, celle-ci ne pourra se faire qu'après le remplacement des troupes actuelles par des unités beaucoup plus aguerries et dotées d'un équipement plus adapté pour faire face à la guerre asymétrique. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les Nations Unies pour leur engagement et leur dévouement à la cause de mon pays. Et à vous tous, membres du Conseil de sécurité, je réitère toute la reconnaissance et la gratitude de mon pays. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour sa déclaration. Il n'y a plus de nom sur ma liste d'orateurs. J'invite maintenant les membres du Conseil à des consultations officieuses afin de poursuivre nos débats sur le sujet. La séance est levée. Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant du Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Normalement, je ne prendrai pas la parole avant les consultations, mais comme le secrétaire général adjoint, M. Lacroix, et l'ambassadeur de la France l'ont dit si clairement, cette période n'est simplement pas normale pour la population de la RDC. Effectivement, pour de nombreuses personnes dans les régions du Kasaï, il s'agit des moments les plus sombres de leur vie. Les rapports provenant de cette région devraient nous faire frissonner, chacun de nous dans cette salle. Ces signalements sont caractéristiques de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Des meurtres de masse, des décapitations, des fosses communes, des millions de personnes déplacées. Malheureusement, comme le dit le conseiller du secrétaire général sur les génocides, les propres forces de sécurité du gouvernement sont responsables de beaucoup de ces morts et destructions dans certaines zones des provinces du Kasaï. Près de 100 enfants ont été mutilés et tués par les forces de leur propre gouvernement, et des enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles de la part de forces gouvernementales. Cela représente une tendance plus large, très préoccupante. Le rapport du secrétaire général disant que 60% de 1444 violations et atteintes des droits de l'homme enregistrées en RDC ces 3 derniers mois ont été commises par des forces gouvernementales. Le même gouvernement qui est le premier responsable de la protection de ses citoyens. Lorsqu'on est confronté à l'enfer, les personnes doivent pouvoir avoir espoir en leur gouvernement. Pour la population du Kasaï, eh bien, ils n'ont que crainte pour leur gouvernement. Cela ne signifie pas que les milices opérant dans ces zones sont innocentes. Absolument pas. Comme nous l'a dit M. Lacroix, elles aussi sont responsables de viols, de meurtres et de haut niveau de recrutement d'enfants. Il est clair que la situation en RDC nous force tous à prendre position. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'enquête internationale et en mandat du Conseil des droits de l'homme, mandat reçu le mois dernier. Elle doit commencer le plus rapidement possible et fonctionner avec les normes internationales de transparence et d'indépendance. Nous exhortons le gouvernement à pleinement coopérer avec cette enquête. Ceux qui sont responsables de ces crimes atroces doivent être traduits en justice. Malheureusement, Monsieur le Président, la situation dans les Kasaï n'est absolument pas un exemple isolé en RDC. Il y a également de nouvelles violences dans l'est du pays. Une grande partie de cela a une dimension ethnique préoccupante. De telles violences dans différentes zones de la RDC ne font que renforcer notre conviction selon laquelle l'incertitude et la stabilité politique à Kinshasa
alimente l'instabilité et l'incertitude violente dans l'ensemble du pays. Et maintenant, cela représente une menace grave à la stabilité de la région. Nous savons tous ce qui doit se passer, Monsieur le Président, et l'ambassadeur de la France l'a dit très clairement. Le gouvernement de la RDC sait ce qu'il doit faire. Stopper la violence. Garantir la redevabilité pour les violations, les atteintes. Mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre pleinement. Comme le dit cet accord, les élections doivent avoir lieu dans 6 mois. Nous devons voir des progrès donnant à la population congolaise et au monde la certitude que cela sera réalisé. Cela, c'est la question qui, fondamentalement, fait augmenter les frustrations et les tensions dans le pays. Afin d'apporter des résultats, la commission électorale doit publier un calendrier électoral fixant la date des élections conformément à l'accord du 31 décembre et convenir d'un budget afin que l'on puisse donner les financements internationaux essentiels. Je voudrais me féliciter des progrès dans l'enregistrement des électeurs et le rôle positif joué par la MONUSCO pour appuyer cela. Mais ce progrès doit se poursuivre. La sécurité ne peut pas être utilisée comme un prétexte pour de nouveaux retards. En vérité, Monsieur le Président, rien de cela n'est nouveau. Nous savons depuis longtemps ce qu'il faut faire. Il est clair que notre message n'atteint tout simplement pas le gouvernement de la RDC. Les meurtres se sont poursuivis. L'horreur a continué. Ce qui ne s'est pas poursuivi, c'est une véritable mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre qui ouvre la voie à des élections. Donc, nous tous, en ce Conseil, nous devons faire davantage. Les yeux du monde sont tournés vers nous aujourd'hui, en cette séance publique, et je demande à tous les membres du Conseil d'appuyer un message clair, sans équivoque. Stoppez la violence. Traduisez en justice les personnes responsables de violation des atteintes. Mettez en œuvre l'accord du 31 décembre, pleinement, sans retard. Merci.